Le président élu, Jovenel Moïse, a été reçu par le chef d'État dominicain Danilo Medina lundi soir à son arrivée à Santo Domingo. Les deux hommes se sont entretenus de coopération, notamment dans le domaine agricole. Le Conseil électoral provisoire a déjà reçu la totalité de l'argent exigé pour la réalisation des élections. L'annonce a été faite par le ministre des Finances, Yves Bastien, qui a fait remarquer qu'une dernière tranche de 5 millions de dollars américains sera acheminée à l'organisme électoral. Lancement ce mardi par la USAID d'un projet baptisé Réparer. Ce projet, évalué à plus de 3 millions de dollars américains, vise à former des techniciens haïtiens en génie biomédical. Le président élu haïtien, Jovenel Moïse, a eu son premier entretien avec le chef de l'État dominicain, Danilo Medina, lundi à Santo Domingo. Une première prise de contact qui doit favoriser l'amélioration des relations entre les deux pays. Par cette visite avant son investiture, M. Moïse a voulu envoyer des signaux clairs sur sa volonté de normaliser les relations entre les deux pays, ces deux pays qui se partagent une même île et qui doivent de ce fait normaliser leurs relations, a expliqué M. Moïse à l'issue de son entretien avec le président dominicain. Au cours des dernières années, les relations entre les deux pays ont été perturbées par la déportation d'immigrants et les restrictions sur les échanges commerciaux. M. Moïse avait invité les hommes d'affaires haïtiens à se joindre à la délégation. Les entrepreneurs haïtiens Eddie Salomon, Giovanni Garder, Jean-Marc et Charles Jumel-Apollon ont accompagné le président lors de ses déplacements sur des sites de certaines entreprises dominicaines. Selon la présidence dominicaine, le président élu d'Haïti a pris connaissance de plusieurs projets mis en place par le gouvernement de Danilo Medina, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie. D'autres secteurs, tels les programmes sociaux, éducatifs et touristiques, ainsi que la construction de logements, sont considérés comme prioritaires par le président élu. Au cours de sa visite de 24 heures, M. Moïse rencontrera des hommes d'affaires dominicains et visitera quelques fermes agricoles. 4 sénateurs de tendance lavalassienne ont écrit au président du Sénat pour demander que lumière soit faite sur le dossier de blanchiment des avoirs présumés impliquant Jovenel Moïse. Selon ces élus, le rapport de l'UCREF, indexant le 58e président élu d'Haïti, doit subir un traitement judiciaire approfondi avant sa prestation de serment. Parallèlement, 2 sénateurs réputés proches de Jovenel Moïse jugent légitime la démarche tout en mettant en garde leurs collègues contre toute volonté de nuire. Reportage Georges Allen et Elsie Dieulassant. Velléité de blocage ou souci de transparence, en tout cas les sénateurs Nenel Kassi, Evalier Beauplan, Antonio Chirami et Ricard Pierre assènent à Jovenel Moïse leur premier coup politique. Pour dissiper tout malentendu, lutter contre l'impunité entre autres, ces élus souhaitent l'aboutissement judiciaire de l'enquête sur l'implication présumée de celui qui d'ici le 7 février prochain deviendra le 58e président d'Haïti dans le blanchiment des avoirs. Pour eux, pas question que le leader du PHTK prête serment sans que ne soient levés les doutes qui pèsent sur lui depuis la publication du rapport de l'UCREF. Cette démarche participe-t-elle d'une volonté réelle de mettre des bâtons dans les roues de Jovenel Moïse? L'un des signataires de la lettre, Evalier Beauplan, répond. Je dis à président de la République, là, Jovenel Moïse, que m'applaudit très fort. Si effectivement toute bagaille passe bien, je crois de par origine, je suis capable de dire qu'il y a un pile espoir pour son côté sorti. Mais en tant que monde qui a fait politique, je trouve qu'il paraît très difficile pour moi pour que la presse a parlé dans l'ensemble de dossiers ULCC, qui sont institutions étatiques, reconnues par la Constitution, et un peu directeur d'opinion a parlé de dossiers corruption qui penchaient sous tête équipe ça, mais pas jamais d'explication qui baille. Réputé proche de Jovenel Moïse, le sénateur Onondieu Louis ne voit pas d'un mauvais œil la démarche de ses pairs. Avocat de son État, il précise qu'une fois la justice s'est saisie d'un dossier, son aboutissement est nécessaire. Mais dans cette affaire impliquant le président élu, Onondieu Louis semble détenir d'autres informations. Moi, je crois que la justice lui-même, il dit, mon parle.
Mais si tu as une erreur tout qui te fait dans le dossier, il y a des gens qui te fait erreur, ils assument la responsabilité. Parce que moi-même, je connais des versions qui circulent dans la rue là, côté que, en dedans, ils crèvent, il y a des gens qui te falsifié rapport, BNC te voyé bas, à côté que il y a un compte qui en goût depuis ils mettent l'ando là. Ça fait que nous voulons pour la justice, maintenant, servir contre tout le monde tout, c'est ça. L'analyse de Joseph Lambert, autre sénateur réputé proche de Jovenel Moïse, ne diffère pas de celle d'Onon Dieu-Louis. L'élu du Sud-Est priorise une double approche. Soit les sénateurs signataires de la lettre tentent de compromettre la prestation de serment de Jovenel Moïse le 7 février prochain par devant l'Assemblée nationale, soit ils veulent vraiment que lumière soit faite sur le dossier. Mais quel que soit le cas, Joseph Lambert perçoit un message politique fort dans la démarche des sénateurs issus de la famille lavalassienne. En tant que politicien, moi, estimer que ça, c'est des signes avant-coureurs. Ce sont des signes annonciateurs d'une série de comportements ou d'agissements politiques futurs par rapport à la présidence de Jovenel, tout simplement. Notons qu'à E4, les sénateurs signataires de la correspondance ne peuvent pas bloquer la séance de prestation de serment du président élu par devant l'Assemblée nationale. Selon les règlements intérieurs du Grand Corps, la présence de 16 sénateurs suffit pour qu'ait lieu l'événement le 7 février prochain. 4 sénateurs de tendance lavalassienne, à savoir Evalière Beauplan, Ricard Pierre, Antonio Cherami et Nenel Kassi, ont adressé au président du Sénat une requête dans laquelle ils souhaitent que l'enquête de l'UCREF à l'encontre du président élu Jovenel Moïse soit bouclée avant de procéder à son investiture. Pour débattre de cette question, nous avons avec nous ce soir le sénateur Joseph Lambert. Bonsoir, sénateur Lambert. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de Télémétropole. Bon, sénateur, vous avez entendu ma question. Évidemment, vous êtes au courant de cette requête des 4 sénateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela fait partie des prérogatives du Sénat que d'adresser ce genre de requête? Est-ce qu'il y a interférence? Est-ce qu'il y a empiètement du pouvoir législatif sur le pouvoir judiciaire ou exécutif? Tout le monde doit se poser cette question. Mais cependant, la correspondance adressée par ce groupe de 4 sénateurs est ce qu'elle est. Et sur cette base, le président du Sénat a pour devoir et pour responsabilité d'informer l'Assemblée des sénateurs de façon formelle en séance publique et très certainement demain. Ça va être inscrit à l'ordre du jour en dépit du fait que chacun des sénateurs dispose à date d'une copie de cette correspondance adressée par ce groupe de 4 sénateurs au président de l'Assemblée nationale. C'est ça. Est-ce également une stratégie politique? Point d'interrogation. Mais là, maintenant, je dois me poser la question. À quelques 15 jours environ de la date du 7 février, qui va se consacrer la journée de ce que je pourrais appeler de l'ensemble des cérémoniales ou cérémonies d'installation du président élu de la République. Oui. Là encore, adresser une telle correspondance au président de l'Assemblée nationale, vu que nous avons et nous connaissons les antécédents de ce groupe parlementaire d'obédience Lavalas, avec bien sûr Jovenel Moïse en tant que candidat, Jovenel Moïse en tant que président élu consacré par le Conseil électoral, il laisse à se demander s'il n'y a pas une sorte est-ce que ça n'est pas, c'est pas un acte chicanier, ou du moins une tentative de déstabiliser moralement, psychologiquement le nouveau pouvoir et plus particulièrement le président élu Jovenel Moïse. Oui, c'est ce que un certain nombre de commentateurs pensent. Maintenant, dites-moi, sénateur, quelles sont d'après vous les chances
que cette requête soit retenue par le président et par l'ensemble des sénateurs élus et qui siègent aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes 20 actuellement. Il faut dire que nous disposons d'un groupe de 20 sénateurs à date au Sénat de la République. Et pour faire adopter une quelconque disposition, une résolution ou prendre une quelconque mesure, que ce soit politique ou législative, il faut au moins 11 sénateurs sur 20 ou bien un groupe majoritaire au Sénat de la République qui puisse se prononcer sur cette question. La majorité absolue requise pour la tenue de cette séance ou d'une quelconque séance au niveau du Sénat de la République est de 16 à date. Cela voudrait dire 20 c'est très mince. C'est très mince comme nombre de sénateurs capables d'anticiper ou de réaliser un quelconque coup politique au niveau du Sénat de la République. Mais il faut au moins 20 sénateurs et 4 sénateurs, il faut au moins 16 sénateurs et 4 sénateurs sur 20. Cela voudrait dire en des termes clairs qu'à date, l'Assemblée des sénateurs peut encore se réunir et prendre telle mesure que de droit par rapport à la demande formulée par le groupe des 4 sénateurs d'Obédience Lavalas, bien sûr. Mais cela signifie également, sénateur Lambert, qu'il faudrait dans ce cas-là que la totalité des autres sénateurs soit d'un avis contraire pour que cette requête ne soit pas retenue. Oh, très certainement. Parce que de toute façon, s'il y a 20 sénateurs, si l'ensemble des 20 sénateurs est présent dans la salle au moment où l'on va se débattre de cette question au Sénat de la République, il faut au moins 11 sénateurs sur 20 qui soient à même de se prononcer pour ou contre une telle décision. 11 sur 20, d'accord. De quoi il en est, il revient maintenant au président du Sénat de mettre cette question en délibération et une fois débattue, eh bien l'Assemblée va politiquement ou souverainement se prononcer sur cette question. Mais est-ce qu'il y a une inquiétude ou des inquiétudes manifestes par rapport à cette correspondance? Est-ce qu'il y a un doute qui plane sur la tenue véritable de cette séance en Assemblée nationale pour les cérémonies de prestation de serment du président de la République? À date, je peux dire qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude réelle, mais il y a lieu de comprendre que derrière cette correspondance, il y a des non-dits. Et cette correspondance, pour moi, c'est presque l'arbre qui cache la forêt. Je vous suis, je vous comprends très bien. Bon, j'imagine, sénateur Lambert, que cette question des 4 sénateurs va être traitée en urgence, sans tarder. Vous avez dit que ça sera sans doute fait demain. Est-ce que vous pensez que demain, vous pourrez à la fois présenter le cas, en discuter et voter sur cette requête? C'est une correspondance qui est arrivée et qui est parvenue, bien sûr, au bureau du président du Sénat aujourd'hui. Oui. Et très certainement, pour la séance de demain, au cours de la séance de demain, dans l'ordre du jour, on va inscrire un point c'est la lecture des correspondances. Et au niveau de la lecture des correspondances, eh bien, cette correspondance adressée par le groupe des 7 sénateurs va être lue en Assemblée et très certainement débattue. Eh bien, sénateur Joseph Lambert, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir accordé un peu de votre temps pour éclairer cette question des 4 sénateurs.
Et je vais terminer en félicitant le revenant que vous êtes au Sénat, puisque je crois que c'est comme ça que vous vous êtes vous-même appelé. C'est un vrai revenant et j'en profite pour remercier tous ceux-là qui, l'an dernier, m'avaient supporté, oui, et, moralement et politiquement. Et j'en profite aussi pour continuer à les remercier pour m'avoir encore octroyé leur aide, leur appui, leur soutien et me permettre d'être à nouveau au Sénat de la République et au service de la nation haïtienne. Merci infiniment, sénateur Lambert, et bonne fin de soirée. Merci bien et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. D'ici mercredi, le CEP aura reçu du ministère de l'Économie la totalité du montant réclamé pour l'organisation des élections. Une dernière tranche de 5 millions de dollars va être décaissée et acheminée au Conseil, a annoncé le ministre Yves Bastien lors d'une conférence de presse sur le financement des élections. Le grand argentier de la République, qui affirme que de fortes sommes ont été versées à d'autres institutions pour permettre la tenue des dernières joutes électorales, exige une reddition de comptes de la part des bénéficiaires. Par ailleurs, Yves Bastien annonce le dépôt au Parlement d'un projet de loi sur le financement local des élections. Au profit de CEP1, en juillet 2016, déjà, on parle de l'exercice 2015-2016, en juillet 2016, nous avons 237 250 000 gourdes. En août 2016, 717 837 141 et en septembre, 655 18 000 gourdes. Ce qui fait un total que nous avons CEP à l'exercice 2015-2016, 1 610 105 141 gourdes. Pour l'exercice fiscal 2016-2017, nous avons au mois de novembre 2016 512 millions de gourdes, nous simplifions. En décembre 2016, nous avons 503 millions de gourdes et en janvier 2017, nous avons aujourd'hui autour de 5 millions de dollars. C'est-à-dire que là maintenant, tout est fait déjà pour la transaction et nous avons organisé nous pour que demain au plus tard, CEPA recevoir comme que nous projetons pour nous balayer. Il y a un bagage que nous avons dit, c'est qu'au départ, nous-mêmes tout, nous parlons d'un gouvernement qui a privé très rapidement en février 2016, nous étions tenus quand même à faire un rapport de l'utilisation de ces dépenses-là. Nous écrivons à conseil électoral là et nous demandons pour présenter nous détails de l'utilisation des ressources. Il a été présenté un budget, il est normal que se fasse un contrôle budgétaire pour dire nous l'argent, mais qui j'en dépensé, mais côté le passé. Et nous avons même souhaité que l'on n'a pas eu de ça, que nous tout, parce que l'argent au bacal dans le basket fond, c'est pour l'État haïtien que comme l'a dépensé, qu'on nous explique exactement côté comme ça passé. Des succursales de la Scotiabank, fraîchement rachetées par la Unibank, passeront sous les couleurs de la Unibank d'ici début mars. L'annonce a été faite ce mardi par le président du conseil d'administration de la Unibank, Karl Brown. Toutefois, l'ensemble des services de la Unibank ne sera pas accessible aux clients de la Scotiabank avant le mois de mai. Moun qui est dans succursale Scotia yo pas changer. C'est même moun yo qui habitué à recevoir clients Scotia, qui continuer à recevoir même clients Scotia yo pour qui ça parce que nous pouvons faire changement système en dedans. Nous pouvons mettre système Unibank yo, nous pouvons mettre plateforme Unibank. Donc succursale là pendant les 3 prochains mois, donc disons mars, avril, mai, zone avril, mai, et pas pour recevoir client Unibank. Client Unibank, pas qu'on besoin. Pour besoin. Toujours. Voilà, okay. Voilà. Et client Scotia a continué à aller là, et puis nous prenons convertir compte dans compte Unibank, nous prenons convertir carnet dans carnet Unibank, nous prenons bail moun et carte de débit Unibank tout côté pour cal dans ATM, cal dans agent bancaire, etc. Et probablement quelque part entre disons dans zone mai, transition a fini et le ça c'est pral pour clients Scotia 50 succursales que a utiliser parce que au fin converti en Unibank et client Unibank
qui peut aller dans 4 succursales Scotia a commencé capable aller parce que c'est le même système qui est en place. Donc sous transition sous des par exemple un chéquier on va continuer à servir avec jusqu'à ce que transition en fait ou bien jusqu'à ce qu'on finisse épuiser tout chéquier non pas tellement épuisé que jusqu'à ce que nous parions pour que nous fassions transition de système Scotia à système Unibank pour clients. Donc conversion ça va le fait dans une période qui peut aller entre mars et mai. Et puis, client, il y a bien chez Unibank normalement, il y a bien 4 Unibank, 4 de crédit Unibank, il y a bien tout le bagage Unibank. L'USAID, en collaboration avec les fondations Kellogg, General Electric et Saint-Boniface, a procédé au lancement ce mardi d'un projet baptisé Réparer. Ce projet, dont le financement s'élève à $1 million, vise à former des techniciens haïtiens en génie biomédical afin de réparer et entretenir les appareils médicaux. Chaque année, des équipements médicaux valant plusieurs millions de dollars sont remis en don à Haïti par des donateurs privés et publics internationaux, dont le gouvernement des États-Unis. À cause du manque de professionnels formés pour les réparer en Haïti, de nombreux équipements en panne demeurent hors service ou sont envoyés aux États-Unis pour des réparations coûteuses et longues, ainsi privant les établissements de santé des outils nécessaires au traitement des patients. Le peu d'ingénieurs biomédicaux qui se trouvent actuellement en Haïti exige souvent des frais prohibitifs. Ainsi, pour combler ce besoin urgent, le projet Réparer a été conçu pour créer un modèle durable de gestion des équipements biomédicaux à un coût abordable, à commencer par l'hôpital Saint-Boniface dans le département du Sud et certains centres de Zamila Santé à travers le pays. Réparer est un partenariat public-privé dans lequel le savoir-faire et le capital du secteur privé sont mis en œuvre pour le bien public. Ceci est en étroite collaboration avec le gouvernement haïtien, tout en multipliant l'effet du financement des bailleurs de fonds. L'objectif principal est de créer un système efficace de gestion des équipements biomédicaux en Haïti qui soit autonome grâce aux honoraires perçus pour les services fournis par une équipe élargie de techniciens haïtiens qualifiés. Je termine en remerciant la Fondation Kellogg, la Fondation GE et l'hôpital Saint-Boniface, qui est soutenu par une fondation qui, je suis fier de le dire, est basée dans mon État natal du Massachusetts. Et enfin, je remercie mes collègues à l'USAID qui apportent l'aide du peuple américain pour renforcer le système de santé au profit de tous les Haïtiens. Le ministère salue l'opportunité de ce projet et pense que ce projet pourra se développer en extension et atteindre d'autres sites. Et le ministère est déjà disposé aussi à désigner certains cadres pour être formés dans le cadre de ce projet. Plus on a des techniciens biomédicaux, plus on s'assure de la durabilité des équipements. Les équipements coûtent cher, mais leur maintenance aussi a un coût. Mais le fait que nous aurons d'autres capacités, d'autres ressources humaines habilitées à la réparation de ces appareils biomédicaux, on pourra développer une économie d'échelle à l'effet de s'assurer que ces équipements vont pouvoir aider au diagnostic et aussi à la prise en charge de nos patients. Et je pense que ce projet sera approprié par les différents acteurs, que les acteurs du secteur privé que du secteur public, et il pourra se développer un partenariat solidaire public-privé de façon à ce que ce projet soit devenu un projet national et contribuer à l'entretien et au maintien en vie de ces équipements et de ces appareils, et ceci pour le bien de la communauté. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.